Le tout nouveau centre de transactions commerciales de Castle Rock avait fermé ses portes près de 2 heures auparavant, lorsque Alan Pangborn passa lentement dans Main Street, roulant en direction du bâtiment municipal, lequel abritait le bureau du shérif et le département de police de Castle Rock. Il était au volant de se banaliser. Un break Ford modèle 86, la voiture de famille par excellence. Il avait le moral à plat et l'impression d'être un peu ivre. Il n'avait bu que 3 bières, mais elles avaient tapé fort. Il eut un coup d'œil pour le bazar des rêves en passant devant, et trouva de bon goût, comme Brian Rusk, le dais vert foncé qui s'avançait au-dessus du trottoir. Il ne s'y connaissait pas autant que le gamin, n'ayant pas de parents qui travaillaient pour Dick Perry Siding and Door Company à South Paris, mais trouvait néanmoins qu'il donnait un certain chic à la rue commerçante de la ville, qui comptait trop de fausses façades clinquantes. Il ne savait pas encore ce que vendait cette nouvelle boutique. Polly serait au courant si elle y avait été le matin comme elle l'avait décidé, mais il lui faisait l'effet de l'un de ces restaurants français, discrets et confortables, où l'on amenait la fille de ses rêves avant d'essayer de la convaincre de partager son lit. Il oublia le magasin dès qu'il l'eut dépassé. Il signala son changement de direction à droite 2 coins de rue plus loin et s'engagea dans l'étroit passage ménager entre le lourd bloc de briques du bâtiment municipal et l'édifice en planche à clin du service des eaux, réservé aux véhicules officiels, lisait-on à l'entrée de l'impasse. Le bâtiment municipal avait la forme d'un L à l'envers et comportait un petit parking dans l'angle des 2 ailes. 3 des emplacements portaient la mention « Bureau du shérif ». La vieille Volkswagen coccinelle de Norris Ridgewick était garée sur l'un d'eux. Alan se mit à côté, coupa les lumières et le moteur et saisit la poignée de la portière. La dépression qui avait rôdé autour de lui, depuis qu'il avait quitté le Blue Door à Portland, rôdait en décrivant des cercles comme les loups autour des feux de camp, dans les récits d'aventure qu'il avait lus enfant, lui tomba dessus d'un seul coup. Il relâcha la poignée et resta assis derrière le volant de la Ford, avec l'espoir que ça n'allait pas durer. Il avait passé la journée au tribunal de Portland, à témoigner pour le ministère public dans le cadre de 4 procès. Le tribunal de district couvrait 4 comtés, York, Cumberland, Oxford, Castle, et de tous les représentants de la loi qui y travaillaient, c'était Alan Pangborn qui avait le plus long trajet à parcourir. Les 3 juges de district faisaient de leur mieux pour présenter ses affaires dans une même journée, afin qu'il n'eût à se déplacer qu'1 ou 2 fois par mois, ce qui lui permettait de séjourner un certain temps dans le comté qu'il avait juré de protéger, au lieu d'aller et venir entre Castle Rock et Portland. Mais cela signifiait aussi qu'après l'une de ces journées passées au tribunal, il se sentait comme un futur étudiant qui sort de l'auditorium, où il vient de subir la batterie complète de tests d'aptitude. Il aurait mieux valu ne pas boire pour couronner le tout, mais Harry Cross et George Compton, qui se rendaient au Blue Door, avaient insisté pour qu'il se joignît à eux. Il avait eu une bonne raison de les accompagner, l'occasion de parler d'une série de cambriolages, manifestement dus à la même bande, qui avait eu lieu un peu partout dans leurs zones respectives. Mais la vraie raison qui l'avait poussé à accepter était un classique de bien des mauvaises décisions. Sur le moment, l'idée lui avait paru tout bêtement excellente. Il restait maintenant tassé derrière le volant de ce qui avait été la voiture de famille, à récolter ce qu'il avait librement semé. Il ressentait un léger mal de tête, mais la dépression était pire, de retour sous une forme vengeresse. « Salut !» s'écriait-elle joyeusement depuis la forteresse au fond de sa tête où elle restait tapie. « C'est moi, Alan. Quel plaisir de te voir. Devine quoi, te voilà au bout d'une longue et dure journée. Et Annie et Todd sont toujours morts. Tu te souviens de ce samedi après-midi où Todd a renversé son lait framboise sur le siège avant, juste en dessous de l'endroit où est posé ton porte-documents, n'est-ce pas? Et comment tu lui as crié dessus après? Tu n'as pas oublié ça, au moins. Comment? Tu as oublié? Ah, c'est pas grave, Alan, puisque je suis ici pour te rafraîchir la mémoire. Constamment, sans cesse. Il souleva le porte-documents et regarda fixement le siège. Oui, la tâche était là. Et oui, il avait crié contre Todd. « Pourquoi faut-il toujours que tu sois aussi maladroit, Todd ?» Quelque chose comme ça. En tout cas, pas le genre de reproche que l'on adresserait à son môme si l'on savait qu'il n'a plus qu'1 mois à vivre. Il lui vint à l'esprit que ce n'était pas la faute des bières, mais de la voiture, qui n'avait jamais été nettoyée à fond. Il avait passé la journée à conduire en compagnie des fantômes de sa femme et de son fils cadet.
Il se pencha et ouvrit la boîte à gants pour y prendre son carnet à souche. L'avoir toujours avec lui était une habitude, qui ne souffrait aucune exception, même lorsqu'il allait passer la journée au tribunal de Portland. Sa main heurta un objet tubulaire qui tomba sur le plancher de la Ford avec un petit bruit sourd. Il posa le registre sur le porte-document et se pencha un peu plus pour récupérer l'objet. Quand il se redressa, la lumière dure du lampadaire à arc de sodium vint frapper le cylindre, et il le contempla longuement, tandis que la douleur et le chagrin familier, une fois de plus, se coulaient en lui. L'arthrite avait frappé Polly aux mains, mais lui, c'était au cœur qu'il était atteint. Et qui aurait pu dire auquel des deux était échu le lot le plus épouvantable? La boîte avait appartenu à Todd, évidemment. Todd, qui aurait sans doute habité dans le magasin de farce et attrape s'il avait pu. Les mystérieuses cochonneries qu'on y vendait le mettaient dans tous ses états. Boîte qui meugle, poudre à éternuer, verre baveur, savon qui donne à l'utilisateur des mains couleur de cendres volcaniques, crotte de chien en plastique. Ce truc est encore ici. 19 mois qu'ils sont morts, et ça traîne encore ici. Comment diable ne l'ai-je pas encore trouvé, bordel de Dieu? Alan tourna la boîte cylindrique dans ses mains, se rappelant comment le gamin avait supplié qu'on lui permît d'acheter cet article avec son argent de poche, comment lui-même s'y était opposé, et avait cité le proverbe que son propre père aimait à rappeler. Le fou et son argent ne restent pas longtemps en ménage. Et comment Annie l'avait fait changer d'avis avec son doigté habituel. Écoute-toi donc un peu, monsieur le magicien amateur qui parle comme un puritain. J'adore ça. Où t'imagines-tu qu'il s'est pris de passion morbide pour la prestidigitation et les gags? Crois-moi, personne dans ma famille n'a jamais mis le portrait encadré de Houdini sur un mur. Voudrais-tu me faire avaler que tu n'as jamais acheté de verre baveur ou un truc comme ça au temps de ta folle et sauvage jeunesse? Que tu ne serais pas grimpé au rideau rien qu'à l'idée de te procurer le vieux truc du serpent dans la boîte de cacahuètes si tu étais tombé dessus dans une boutique quelconque? Et lui répondant par des borborigmes et des onomatopées qui le faisaient de plus en plus ressembler à une vieille bourrique sentencieuse. Finalement, il avait porté la main à la bouche pour dissimuler un sourire gêné. Annie l'avait tout de même vu. Elle voyait toujours tout, un don chez elle, don qui plus d'une fois avait sauvé Alan. Elle avait toujours eu un meilleur sens de l'humour que lui, une appréciation plus aiguë de l'importance relative des choses. Laisse-le faire, Alan. On n'est jeune qu'une fois, et c'est amusant, non? Et avait donc cédé. Et 3 semaines plus tard, Todd renversait son lait framboise sur le siège. Et 4 semaines après cet insignifiant accident, il était mort. Ils étaient morts, tous les deux. Comme le temps passe, n'est-ce pas, Alan? Mais ne t'inquiète pas, parce que je suis là pour t'empêcher d'oublier. Oui, monsieur, je t'empêcherai d'oublier parce que c'est mon boulot, et j'ai bien l'intention de le faire. La boîte portait une fausse étiquette, rappelant une marque connue de cacahuètes salées. Alan dévissa le couvercle, et 1,50 m de serpent vert compressé se détendit, heurta le pare-brise, et vint retomber sur ses genoux. Alan le regarda, entendit le rire de son fils à l'intérieur de sa tête, et se mit à pleurer. Pas de démonstration spectaculaire, ni de gros sanglots, mais des larmes qui gonflaient et roulaient, des larmes d'épuisement, des larmes qui semblaient avoir beaucoup en commun avec les objets qui avaient appartenu à ces chers disparus. On n'en voyait jamais la fin. Il y en avait trop, et juste au moment où l'on commençait à se détendre et à se dire que les choses étaient enfin réglées, on en trouvait encore un. Et encore un autre. Et un autre. Pourquoi avoir permis à Todd d'acheter ce foutu machin? Et pourquoi traînait-il encore dans cette foutue boîte à gants? Et pourquoi avoir pris cette foutue Ford pour commencer? Il prit son mouchoir et essuya les larmes sur son visage. Puis, lentement, il enfonça de nouveau le serpent, du vulgaire papier crépon enroulé autour d'un ressort, dans la fausse boîte de cacahuètes. Il revissa le couvercle et fit sauter la boîte dans sa main. Fiche-moi cette foutue cochonnerie en l'air. Mais il s'en sentait incapable. Pas ce soir, en tout cas. Il lança l'objet farceur, le dernier acheté par Todd, dans ce que l'enfant estimait être le plus extraordinaire magasin du monde, dans la boîte à gants, dont il referma sèchement le rabat. Puis sa main gauche saisit de nouveau la poignée, tandis que la droite s'emparait du porte-document, et il sortit du véhicule.
Il respira à fond dans l'air du soir, avec l'espoir que ça lui ferait du bien. Espoir déçu. Il régnait une odeur de bois pourrissant et de produits chimiques, odeur sans charme, que diffusait sans trêve l'usine de pâte à papier de Romford, à quelques 50 kilomètres au nord. Il allait appeler Polly et lui demandait s'il pouvait passer. Ça devrait l'aider un peu. Un peu, mon neveu, s'enthousiasma énergique la voix de la dépression. Et au fait, Alan, tu te rappelles à quel point ce serpent lui avait fait plaisir? Il faisait le quoi, tout le monde? Il a failli ficher une crise cardiaque à ce pauvre Norris Ridgewick. Et tu as tellement rigolé que tu as failli pisser dans ton pantalon, tu te souviens? Est-ce qu'il n'était pas plein d'entrain? Est-ce qu'il n'était pas merveilleux? Et Annie, comme elle avait ri quand tu lui avais raconté ça. Elle était pleine d'entrain et merveilleuse, elle aussi, non? Évidemment. Tout à la fin, elle n'avait plus autant d'entrain, et elle n'était plus si merveilleuse que ça non plus. Mais tu ne l'as pas vraiment remarqué, n'est-ce pas? Parce que tu avais tes propres petits soucis. Cette affaire Tad Beaumont, par exemple. Tu n'arrivais pas à te la sortir de la tête. Ce qui s'était passé dans leur maison au bord du lac, et comment, après ça, il s'était mis à boire et à t'appeler au téléphone. Et sa femme, qu'il avait quittée en emmenant les jumeaux. Tout cela venant s'ajouter aux affaires ordinaires du patelin. Tu avais été très occupé, n'est-ce pas? Trop occupé, en tout cas, pour voir ce qui se passait chez toi. Quel dommage que tu n'aies rien vu tout de même. Si ça se trouve, ils seraient toujours en vie tous les deux. Encore quelque chose que tu ne dois pas oublier, et c'est pourquoi je n'arrête pas de te le rappeler. Je n'arrête pas de te le rappeler. Je n'arrête pas de te le rappeler. D'accord? D'accord. Une éraflure d'une trentaine de centimètres de long dépassait la carrosserie de la Ford, juste au-dessus du bouchon d'essence. Est-ce que c'était arrivé depuis la mort d'Annie et de Todd? Il ne s'en souvenait pas très bien. Et de toute façon, c'était sans importance. Il suivit la rayure du doigt et se dit une fois de plus qu'il devrait amener la voiture à Sonny, au Sunoco, pour faire arranger ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça pouvait faire? Pourquoi ne pas aller chez Harry Ford à Oxford et échanger le gros break contre quelque chose de plus petit? Le véhicule n'avait pas beaucoup de kilomètres au compteur, et il pourrait sans doute obtenir une reprise correcte. Mais Todd a renversé son lait framboise sur le siège avant. Roucoula, indigné, la voix dans sa tête. Il a fait ça quand il était vivant, Alan, vieille branche. Et Annie, on la ferme, dit-il à voix haute. Il atteignit le bâtiment puis s'immobilisa. Garret tellement près que la porte du bureau serait venue la heurter si on l'avait ouverte en grand. Se trouvait une grosse Cadillac Séville rouge. Il n'eut pas besoin de regarder la plaque d'immatriculation pour savoir ce qui y figurait. Keaton 1. Il fit courir ses doigts sur le flanc lisse de la voiture, puis entra. Sheila Brigham se tenait dans la cage aux parois vitrées du Standard, où elle lisait People tout en buvant un yo-ho. En dehors d'elle et de Norris Ridgewick, les locaux combinés du bureau du shérif, département de la police de Castle Rock, étaient déserts. Norris était attelé à une machine à écrire électrique IBM. Retenant son souffle, il tapotait laborieusement un rapport avec cette concentration angoissée qui n'appartenait qu'à lui. Il regardait fixement la machine, puis se penchait brusquement comme un homme qui vient de recevoir un coup de poing à l'estomac, et cognait sur les touches en rafale. Il restait incliné, le temps de relire ce qu'il venait d'écrire, puis poussait un grognement contenu, sur quoi on entendait le clip-rap, clip-rap, clip-rap de la touche de correction. Norris utilisait en moyenne un rouleau de correct tape par semaine, après quoi il se redressait. Venait ensuite un moment de méditation, et le cycle recommençait. Après une bonne heure de cet exercice, Norris jetait le résultat dans le bac « Rapport » de Sheila. Une fois ou deux par semaine, ces rapports étaient même inintelligibles. Norris leva les yeux et sourit à Alan, lorsque celui-ci passa devant la zone des cellules de détention provisoire. « Salut, patron! Comment ça va? »« Oh, nous voilà débarrassés de Portland pour 2 ou 3 semaines. Et ici, quoi de neuf? »« Rien, le train-train habituel. Bon sang, Alan, tu as les yeux aussi rouges qu'un lapin. Je parie que t'as encore fumé ce tabac bizarre. »« Ha ha !» rétorqua Alan, amer. « J'ai été boire 2 ou 3 verres avec 2 ou 3 flics et je me suis fait aveugler par les phares de voiture sur 50 kilomètres. Tu n'aurais pas de l'aspirine sous la main par hasard? »« Comme toujours, tu le sais bien. » Le dernier tiroir du bureau de Norris contenait sa pharmacie personnelle. Il l'ouvrit, farfouilla dedans, et en sortit un flacon géant de kaopectate, parfumé à la fraise. Il examina un instant l'étiquette,
secoua la tête, remit le flacon dans le tiroir et reprit ses fouilles. Il en tira finalement un flacon de cachet d'aspirine ordinaire. « J'ai un petit travail pour toi, » dit Alan, qui prit la bouteille et fit tomber 2 cachets dans sa main. De la poussière blanche accompagna les pilules. Et il se demanda pour quelle raison l'aspirine classique produisait plus de poussière que les variétés de marque. Puis il se demanda s'il ne perdait pas un peu les pédales. « Bon sang, Alan, j'ai encore 2 de ces foutus formulaires E9 à remplir et... » « Calme-toi, mon vieux !» Alan s'approcha de la fontaine d'eau fraîche et retira une coupe en papier du cylindre distributeur. « Tout ce que je te demande, c'est de te lever et d'aller ouvrir la porte par laquelle je viens d'entrer. Un enfant pourrait faire ça, non ? » « Que... » « Mais n'oublie pas ton carnet à souche, » ajouta Alan en avalant son aspirine. L'inquiétude se lut aussitôt sur le visage de Norris. « Le tien est juste sur le bureau à côté de ton porte-document. »« Je sais, et il va y rester, au moins pour ce soir. » Norris le regarda un long moment avant de se décider à demander « Buster ?» Alan acquiesça. « Oui, Buster. Il a garé sa voiture sur l'emplacement réservé aux handicapés, une fois de plus. La dernière fois, je lui ai dit que j'en avais ma claque de l'avertir. » Tous ceux qui connaissaient le maire de Castle Rock, Danforth Keaton III, le surnommaient Buster. Mais les employés municipaux qui tenaient à leur boulot prenaient bien garde de dire Dan ou Monsieur Keaton quand il était à portée d'oreille. Seul Alan, en tant qu'officier élu, était le seul à l'appeler Buster en face, ce qu'il n'avait fait que 2 fois sous le coup de la colère. Il se disait qu'il allait être obligé de recommencer néanmoins. Alan Pangborn trouvait qu'il était très facile de se mettre en colère contre Dan, Buster, Keaton. « Allons, voyons, » dit Norris. « Fais-le, toi, Alan, d'accord ? » ?»« Peux pas, j'ai une réunion de budget avec les conseillers municipaux la semaine prochaine. »« Il me hait déjà, » protesta Norris, malade. « Je le sais. » Buster hait tout le monde, mis à part sa femme et sa mère. Et encore, pour sa femme, je n'en suis même pas sûr. Mais le fait est que je l'avertis une bonne demi-douzaine de fois le mois dernier de ne pas se garer dans notre seul et unique emplacement pour handicapés, et je vais maintenant joindre le geste à la parole. « Non, c'est moi qui vais joindre mon geste à ta parole. C'est vraiment dégueulasse, Alan, je blague pas. » Norris avait la tête d'un gars qui fait une pub pour quand les braves gens ont des malheurs. « Calme-toi, Norris. Tu lui colles une contredanse de 5 $ sur le pare-brise. Il rapplique et la première chose qu'il me demande, c'est de te mettre à la porte. » Norris gémit. « Je refuse. » Alors il exige que je déchire la contravention. Je refuse aussi. Puis demain à midi, quand il aura un peu fini d'écumer, je me laisse attendrir. Et à la prochaine réunion du budget, c'est lui qui me doit une faveur. « Ouais, mais à moi, qu'est-ce qu'il me doit ? » Dis-moi, Norris, est-ce que tu as envie d'un nouveau radar à impulsion ou non ? Et une machine à faxer. Cela fait au moins 2 ans qu'on en parle. « Oui !» s'écria une voix faussement joyeuse dans l'esprit d'Alan. « Tu as commencé à en parler quand Annie et Todd étaient encore en vie, Alan. Tu t'en souviens ? Tu te rappelles quand ils étaient encore en vie ?»« Ben oui, » admit Norris. Il prit son carnet à souche avec une inénarrable expression de tristesse et de résignation peinte sur le visage. « Tu es un bon garçon, Norris, » dit Alan, avec une chaleur qu'il ne ressentait pas. « Je vais rester dans mon bureau pendant un moment. » Il referma la porte et composa le numéro de Polly. « Allô » dit-elle. Il sut immédiatement qu'il n'allait pas lui parler de la dépression qui l'avait si totalement et si insidieusement envahi. Polly devait faire face à ses propres problèmes ce soir. Il lui avait suffi de cet unique petit mot pour comprendre comment elle allait. Elle avait prononcé les L de Allô dans une voix légèrement étouffée. Cela ne lui arrivait qu'après avoir pris un percodane, ou peut-être plus d'un, ce qu'elle ne faisait que lorsque la douleur était trop forte. Elle avait beau ne jamais le lui avoir dit explicitement, Alan se doutait bien qu'elle vivait dans la terreur du jour où les percodanes resteraient sans effet. « Comment allez-vous, joli môme ?» demanda-t-il, s'enfonçant dans son fauteuil, une main sur les yeux. L'aspirine ne paraissait pas beaucoup améliorer l'état de sa tête. « Je devrais peut-être lui demander un percodane, pensa-t-il. « Pas trop mal. » Il remarqua le soin qu'elle avait mis à parler, passant d'un mot à un autre, comme si elle avait utilisé des pierres pour franchir un gué. « Et toi, tu as la voix fatiguée. » Les hommes de loi me font cet effet à chaque fois. Il renonça à l'idée d'aller la voir. Elle allait dire « Oui, bien sûr, Alan. » Et elle serait contente de le voir, presque aussi contente que lui, mais cela ne ferait que rendre les choses encore plus difficiles pour elle ce soir. Elle n'avait pas besoin de ça. « Je crois que je vais rentrer à la maison et me coucher tôt.
Tu ne m'en voudras pas si je ne passe pas? Non, mon chéri. D'ailleurs, je crois qu'il vaut peut-être mieux. Ça te fait très mal ce soir, J'ai connu pire. répondit-elle prudemment. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Non, pas trop mal. Ta voix te trahit, ma chérie, pensa-t-il. Bon, et cette histoire de thérapie par ultrason dont tu m'as parlé, où en est-on? Eh bien, ce serait fabuleux si je pouvais me payer 1 mois et demi à la clinique Mayo, à tout hasard, mais je ne peux pas. Et ne me dis pas le contraire, Alan, parce que je me sens trop fatigué pour te traiter de menteur. Je croyais que tu avais dit que l'hôpital de Boston... L'année prochaine, ils vont ouvrir une clinique où on emploiera le traitement aux ultrasons. Mais l'année prochaine, peut-être. Il y eut un moment de silence, et il était sur le point de lui souhaiter une bonne nuit, lorsqu'elle reprit, d'un ton qui était cette fois plus gai. Tu sais, je suis passé à la nouvelle boutique ce matin. J'ai apporté un gâteau que j'avais fait faire par Nettie. Parfaitement banal, évidemment. Jamais les dames n'offrent de gâteau pour l'inauguration d'un magasin. C'est une règle pratiquement gravée dans la pierre. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on y vend? Un peu de tout. Si tu me poussais dans mes derniers retranchements, je dirais qu'il s'agit d'une boutique de curiosités, d'amateurs de collection. Mais elle défie vraiment toute description. Il faudra que tu ailles voir par toi-même. As-tu rencontré le propriétaire? Un certain Leland Gaunt, d'Akron, dans l'Ohio. Alan sentait l'ébauche d'un sourire au son de sa voix. Il va faire battre plus d'un cœur chez toutes ces dames chics de Castle Rock cette année, j'en ai bien l'impression. Et toi? Comment le trouves-tu? Lorsqu'elle répondit, le sourire dans sa voix était encore plus marqué. Eh bien, Alan, soyons honnêtes, je t'aime et j'espère que tu m'aimes aussi, mais... Bien sûr. Son mal de tête s'atténuait un peu. Il doutait que ce petit miracle fût l'œuvre de l'aspirine de Norris Ridgewick. Mais j'ai senti mon pouce accélérer un peu, je l'avoue. Et tu aurais dû voir Rosalie et Nettie lorsqu'elles sont revenues. Nettie? Il avait les pieds sur le bureau, il les posa à terre et se redressa. Mais Nettie a peur même de son ombre. C'est vrai, mais Rosalie a réussi à la persuader de l'accompagner. Tu sais que cette pauvre malheureuse serait incapable d'aller quelque part toute seule, et j'ai donc demandé à Nettie ce qu'elle pensait de Monsieur Gaunt quand je suis rentré à la maison, à la fin de l'après-midi. Son regard de chien battu s'est transformé, son œil s'est allumé. « Il a des pattes de verre !» m'a-t-elle dit. « Des pattes de verre magnifiques !» Il m'a même invité à revenir demain pour m'en montrer d'autres. Je crois qu'elle ne m'en avait jamais dit autant en une seule fois depuis 4 ans. Alors je lui ai dit « C'est très gentil de sa part, non, Nettie ?» Et elle m'a répondu « Oui, et vous savez quoi ?» J'ai évidemment voulu savoir. « Il est bien possible que j'y aille. » Alan éclata de rire de bon cœur. Si Nettie est prête à se rendre dans cette boutique sans duègne, je dois aller voir un peu de quoi il a l'air. Ce type doit être un grand séducteur. Eh bien, c'est drôle, figure-toi. Il n'est pas beau. En tout cas, pas comme une star de cinéma, mais il a les plus superbes yeux noisettes du monde. Ils éclairent tout son visage. Prenez garde, ma petite dame, gronda Alan. Je sens le muscle de la jalousie qui commence à tressaillir. Elle eut un petit rire. Je ne crois pas que tu aies des raisons de t'inquiéter. Mais il y a autre chose. Quoi donc? Rosalie m'a dit que Wilma Jerzik est entrée quand Nettie se trouvait encore dans la boutique. Il s'est passé quelque chose? Des insultes? Non, Nettie a foudroyé la mère Jerzik du regard, et la Jerzik a retroussé ses babines comme un chien en voyant Nettie. En tout cas, c'est la version de Rosalie. Après quoi, Nettie a filé. Est-ce que Wilma Jerzik t'a appelé à propos du chien de Nettie récemment? Non, il n'y aurait eu aucune raison. Je suis passé en patrouille devant chez Nettie au moins une demi-douzaine de fois après 10 heures, depuis environ 6 semaines. Le chien n'aboie plus. Il faisait tout simplement comme tous les chiots, Polly. Il a grandi un peu maintenant, et il a une bonne maîtresse. Nettie a peut-être une case ou deux qui lui manque, mais elle a fait ce qu'il fallait avec cet animal. Comment l'appelle-t-elle déjà? Ryder. Eh bien, Wilma devra trouver autre chose pour nous casser les pieds parce que Ryder n'est plus en cause. Mais elle y arrivera, hélas. Les femmes comme Wilma y arrivent toujours. En fait, ça n'a jamais été le chien. Pas vraiment. Wilma Jerzik est la seule personne du coin qui se soit plainte. C'est Nettie. Les Wilma Jerzik savent flairer la faiblesse de quelqu'un. C'est une odeur que Nettie Cobb dégage en abondance. Oui. Reconnut Polly d'un ton triste et songeur. Sais-tu que la Jerzik a appelé un soir pour dire à Nettie que si elle ne faisait pas taire son chien, elle viendrait lui couper la gorge? Je sais au moins que c'est ce que Nettie t'a dit, répondit Alan d'un ton égal. Je sais aussi que Wilma Jerzik a terrorisé Nettie, et que Nettie a eu des problèmes.
Je ne dis pas que Wilma Jerzik n'est pas capable de donner ce genre de coup de fil, bien au contraire, mais on ne peut exclure que ce soit une invention de Nettie. Parler de problème à propos de Nettie était un euphémisme, mais Alan et Polly n'avaient pas besoin d'en dire davantage. Tous deux savaient de quoi il était question. Après des années d'enfer, épouse d'un homme qui la molestait de toutes les manières imaginables qu'un homme peut employer contre une femme, Nettie Cobb avait plongé une grande fourchette dans la gorge de son mari, pendant son sommeil. Elle avait ensuite passé 5 ans à Juniper Hill, l'hôpital psychiatrique situé près d'Augusta. Elle était venue travailler chez Polly dans le cadre d'un programme de liberté sous condition. De la vie d'Alan, elle n'aurait pas pu tomber en de meilleures mains, et l'amélioration régulière de l'état mental de Nettie confirmait cette opinion. 2 ans auparavant, Nettie était venue s'installer dans sa propre petite maison à 6 coins de rue du centre-ville. « D'accord, Nettie a des problèmes, Admit Polly. mais sa réaction vis-à-vis de M. Gaunt n'en était pas moins stupéfiante. C'était vraiment touchant. Il faut que j'aille voir moi-même ce type. Tu me diras ce que tu en penses. Et n'oublie pas de remarquer ses yeux noisettes. Je ne suis pas sûr qu'ils déclencheront chez moi la même réaction qu'ils semblent avoir provoquée chez toi, répliqua Alan d'un ton sec. Polly eut de nouveau un petit rire, mais cette fois il paraissait légèrement forcé. Essaie de dormir, reprit-il. Bien sûr, merci d'avoir appelé, Alan. Tout le plaisir est pour moi. Il marqua une pause. Je t'aime, jolie petite dame. Merci, Alan. Moi aussi je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit. Il reposa le téléphone, fit pivoter le col de la lampe de bureau afin de projeter la lumière sur le mur, remit les pieds sur le bureau et ramena les mains contre sa poitrine comme s'il priait. Il tendit les 2 index. Sur le mur, une ombre de lapin pointa les oreilles. Alan fit passer ses pouces entre ses index tendus et le museau du lapin se mit à frétiller. Puis l'ombre entreprit de traverser la lumière du projecteur improvisé en sautillant. L'animal, qui revint d'un pas lourd et traînant, était un éléphant balançant sa trompe. Alan bougeait les mains avec une dextérité et une aisance surnaturelles. À peine faisait-il attention à ses fugitives créations. C'était chez lui une vieille habitude, une autre manière de loucher sur le bout de son nez en répétant « Om ». Il pensait à Polly. Polly et ses pauvres mains. Que pouvait-il faire pour elle? S'il n'avait été question que d'argent, il l'aurait fait entrer dans une chambre de la clinique Mayo dès demain après-midi. Tous les papiers signés, tamponnés en règle. Il l'aurait fait même s'il avait fallu lui passer la camisole de force et la bourrer de tranquillisants pour l'y amener. Mais voilà, ce n'était pas seulement une question d'argent. Le traitement par ultrasons de l'arthrite dégénérative en était à ses premiers balbutiements. Peut-être allait-il se révéler aussi efficace que la pénicilline contre les infections, ou aussi bidon que la phrénologie. Ça n'avait pas de sens de le tenter maintenant. Il y avait une chance sur 1000 pour qu'il fût efficace. Ce n'était pas le gaspillage d'argent qui le retenait, mais le risque d'espoir trahi pour Polly. Un corbeau, aussi souple et vivant que dans un dessin animé de Walt Disney, passa en battant lentement des ailes sur son diplôme de l'Académie de police d'Albany. Son envergure s'allongea, et il se transforma en un ptérodactyle préhistorique à la tête tournée de côté, tandis qu'il fonçait vers les classeurs de l'angle et hors du champ du projecteur. La porte s'ouvrit. La figure de Basset larmoyant de Norris Ridgwick passa par l'entrebâillement. « Je l'ai fait, Alan !» déclara-t-il du ton d'un homme qui avoue le meurtre d'une ribambelle de petits-enfants. « Bien, Norris, je te promets que tu n'en prendras pas plein la gueule à cause de cette connerie. » Norris le regarda encore un moment de son œil humide, puis acquiesça, d'un air de doute. Il jeta un coup d'œil au mur. « Fais Buster, Alan !» Alan sourit, secoua la tête et tendit la main vers la lampe. « S'il te plaît, » insista Norris d'un ton cajoleur. « Je viens de coller une prune à sa maudite bagnole. Je le mérite bien, non? Fais Buster, Alan, s'il te plaît. Ça me fera du bien. » Alan regarda par-dessus l'épaule de Norris, ne vit personne et replia une main contre l'autre. Sur le mur, une silhouette trapue traversa le champ lumineux, d'un pas pesant, la bedaine ballottante. Elle s'arrêta un instant pour gratter le fond de son pantalon, puis sortit du champ, tournant la tête d'un côté et de l'autre, l'air féroce. Norris partit d'un rire aigu et heureux, un rire d'enfant. Un instant,
Le souvenir de Todd s'imposa violemment à Alan, mais il le repoussa. Il avait eu son compte pour la journée, s'il plaisait à Dieu. « Bon sang, ça me tue !» s'exclama Norris, toujours riant. « Tu es né trop tard, Alan. Tu aurais pu faire ta carrière au Ed Sullivan Show. »« Allez, va, sors d'ici. » Toujours hilar, Norris referma la porte sur lui. Alan fit passer un Norris efflanqué et un peu suffisant sur le mur, puis redressa la lampe et sortit un carnet de notes en piteux état de sa poche revolver. Il le feuilleta jusqu'à ce qu'il eût trouvé une page blanche, sur laquelle il écrivit « Le bazar des rêves ». En dessous, le Land Gaunt, Cleveland, Ohio. Non, pas Cleveland. Il raya le nom de la ville et écrivit à côté « Akron ». « Je suis peut-être en train de perdre vraiment les pédales », pensa-t-il. Encore au-dessous, il nota « À vérifier ». Il remit le carnet à sa place et songea à rentrer chez lui. Mais au lieu de cela, il fit de nouveau pivoter la lampe, et bientôt, la parade d'ombre défilait une fois de plus sur le mur. Lion, tigre, ours, stupéfiant. Comme le brouillard à l'heure du serein, la dépression s'immisçait insidieusement en lui, faisant patte de velours. La voix se remit à parler d'Annie et de Todd. Alan Pangborn commença à l'écouter. Il le fit contre sa volonté, mais se laissa de plus en plus absorber. Allongé sur son lit, Polly, lorsqu'elle eut fini de parler avec Alan, se tourna sur le côté gauche et voulut raccrocher le combiné. Mais il lui échappa et tomba au sol. Le support du Princess se mit à glisser lentement sur la table de nuit, avec l'évidente intention de rejoindre l'autre partie. Elle tenta de l'arrêter, mais sa main, au lieu de cela, heurta l'angle de la tablette. Un élancement monstrueux déchira le délicat réseau dont l'analgésique avait recouvert ses nerfs, et fulgura jusqu'à son épaule. Elle dut se mordre les lèvres pour étouffer un cri. La base du téléphone bascula à son tour et s'effondra avec un cling de la sonnette à l'intérieur. Le piaulement idiot de la ligne ouverte parvenait jusqu'à elle. On aurait dit le bourdonnement d'un essaim d'insectes retransmis par ondes courtes. Elle envisagea de ramasser le téléphone avec ses griffes, qu'elle tenait maintenant serrées contre sa poitrine. Non pas en le saisissant, ce soir ses doigts refuseraient complètement de fonctionner, mais en le pressant comme si elle jouait de l'accordéon. Et brusquement, c'en fut trop. Le simple fait de demander comment ramasser un téléphone tombé à terre en était trop, et elle commença à pleurer. La douleur était maintenant pleinement réveillée et battant la campagne. Elle transformait ses mains, et en particulier celles qu'elle avait heurtées, en deux puits fiévreux. Elle resta gisante sur son lit, contemplant le plafond d'un œil que brouillaient ses larmes. « Oh mon Dieu, je donnerais n'importe quoi pour être débarrassée de ça, » pensa-t-elle. « Je donnerais n'importe quoi, absolument n'importe quoi. » À 10 heures du soir, un jour de semaine en automne, la rue commerçante de Castle Rock était aussi hermétiquement cadenassée qu'un coffre-fort. Les lampadaires projetaient sur les trottoirs et les devantures des magasins des cercles dégradés de lumière blanche, et Main Street avait tout d'une scène de théâtre désertée. On s'attendait presque à voir une silhouette solitaire en tenue de soirée et chapeau haut de forme, Fred Astaire, voire Jane Kelly, faire son apparition et passer en dansant de l'un de ces îlots de lumière à l'autre, chantant la solitude d'un type largué par sa petite amie et qui trouve tous les bars fermés. Puis de l'autre bout de la rue apparaîtrait une autre silhouette, Ginger Rogers ou bien Sid Charris habillée en robe longue. Elle danserait en direction de Fred ou Jen, chantant la solitude d'une nana quand son petit ami lui a posé un lapin. Il se verrait, s'immobiliserait dans une pose artistique, puis esquisserait un pas de deux en face de la banque, ou peut-être de Cousy-Cousette. Au lieu de cela, c'est Hugh Priest qui se pointa. Il ne rappelait ni Fred Astaire ni Jane Kelly. Aucune fille à l'autre bout de la rue ne s'avançait vers lui, dans l'espoir de quelque rencontre romantique due au hasard. Et une chose était sûre, il ne dansait pas. En revanche, pour boire, il buvait. C'est ce qu'il avait fait avec constance et régularité au Mellow Tiger depuis 4 heures de l'après-midi. Au stade où il en était, le seul fait de marcher devenait un exploit. Alors les entrechats... Il progressait lentement, d'une flaque lumineuse à l'autre,
tandis que son ombre démesurée courait sur la devanture du salon de coiffure, de Western Auto, de la boutique de vidéo. Il zigzaguait légèrement, regardant bien droit devant lui de son œil rougi, tandis que sa volumineuse bedaine distendait son t-shirt bleu taché de sueur, avec sur le devant le dessin d'un énorme moustique ayant comme légende « Maine, le pays des oiseaux », en une longue courbe affaissée. La camionnette du service des ponts et chaussées de Castle Rock se trouvait toujours au fond du parking du Mellow Tiger. Hugh Priest était le détenteur, il ne s'en vantait pas, de plusieurs contraventions pour ivresse au volant, et à la suite de la dernière, laquelle s'était traduite par une suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, ce salopard de Keaton, ces co-salopards Fullerton et Samuels et cette salope de Williams lui avaient fait clairement comprendre que leur patience était à bout. La prochaine contravention lui vaudrait une suspension définitive et sans aucune honte, la perte de son emploi. Cela n'empêcha pas Hugh Priest de continuer à boire. Aucune puissance au monde n'aurait pu y parvenir, mais le poussa à prendre la ferme résolution de ne plus conduire après avoir bu. Il avait 51 ans, et c'était un peu tard pour envisager de changer de travail, en particulier avec un dossier aussi épais de contraventions pour conduite en état d'ivresse, le suivant comme une casserole attachée à la queue d'un chien. Voilà la raison qui le faisait rentrer à pied chez lui ce soir, et la putain de balade était un peu longuette, et il allait y avoir un certain employé des ponts et chaussées, nommé Bobby Dugas, qui aurait droit demain à une sévère explication de gravure, à moins qu'il ne préférât rentrer chez lui avec 2 ou 3 dents en moins. Au moment où Hugh passa devant Nance Lunchonette, une petite pluie très fine se mit à tomber, ce qui n'améliora pas son humeur. Il avait demandé à Bobby, qui, pour rentrer chez lui, devait passer devant la maison de Hugh Priest, s'il avait l'intention de faire une petite descente au Tiger ce soir. Bobby Dugas lui avait répondu « Tiens, tu parles, Charles !» Bobby l'appelait toujours Charles, ce qui n'était pas son putain de nom, et ça aussi c'était quelque chose qui allait changer, et pas plus tard que bientôt. « Tu parles, Charles, je rappliquerai vers 7 heures comme d'habitude. » Si bien que Hugh, sachant qu'on le ramènerait s'il était trop imbibé pour conduire, avait rangé son bahut sur le parking du Tiger, 5 minutes avant 4 heures. Il était déjà passé presque une demi-heure auparavant en fait, mais cet animal de Dick Bradford n'était pas dans les parages, et avait foncé droit sur le bar. Et à 7 heures, devinez quoi ? Pas de Bobby Dugas. Bon Dieu de bon Dieu. Arrive 8 heures, 9h30. Devinez quoi encore ? Même chose, bon sang. À 10h moins 20, Henry Beaufort, propriétaire et barman du Mellow Tiger, avait invité Hugh Priest à prendre ses clics et ses claques, à mettre les voiles, à pointer la direction de ses pompes vers la sortie, à faire comme un crayon et se tailler. En un mot, à ficher le camp. Hugh se sentit mortifié. Bon d'accord, il avait balancé un coup de pied dans le jukebox, mais le foutu disque de Rodney Crowell avait une fois de plus déraillé. « Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Attendre et l'écouter déconner ?» avait-il demandé à Henry. « T'as qu'à enlever ce disque, c'est tout. On dirait que ce type a une crise d'épilepsie. »« Je vois bien que t'as encore ton compte, » avait répliqué Henry. « Mais tu ne boiras pas une goutte de plus ici. Faudra que tu trouves le reste dans ton frigo. »« Et si je dis non ? » ?»« Alors j'appelle le shérif Pangborn. » Henry Beaufort avait répondu d'un ton égal, tandis que les autres consommateurs du Tiger, peu nombreux à 7 heures et en semaine, suivaient l'échange avec intérêt. Les types faisaient bien attention à se montrer polis avec Hugh Priest, en particulier quand il s'en tenait une bonne, mais jamais il ne gagnerait le concours du gars le plus sympa de Castle Rock. « Ce n'est pas que ça me plairait, » avait admis Henry, « mais s'il faut le faire, je le ferai. J'en ai ras-le-bol de devoir donner des coups de pied dans mon jukebox. » Hugh avait envisagé de répondre « Alors c'est à toi que je vais balancer quelques coups de pied, espèce de salopard à la noix !» Puis il pensa à ce gros porc de Keaton et à la feuille rose de licenciement qui lui tendrait pour avoir semé la pagaille dans le bistrot local. Évidemment, elle arriverait en réalité par la poste, comme toujours. Les gros porcs comme Keaton ne se salissent jamais les mains et ne prennent pas le risque d'un œil au beurre noir en le faisant en personne. Mais ça l'aidait de voir les choses ainsi, ça le calmait d'un cran ou deux. Et il avait 2 cartons de bière à la maison, un dans le frigo, l'autre dans l'appentis. « D'accord, dit-il, j'ai pas besoin de tout ce cirque de toute façon. Donne-moi mes clés. » Car il les avait confiées à Henry, à titre de précaution, lorsqu'il s'était installé au bar, 6 heures et 18 bières auparavant. « Pas mèche !» Henry s'essuyait les mains avec une serviette et regardait Hugh sans ciller. « Pas mèche ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pas mèche ? » « Ça veut dire que tu es trop saoul pour conduire. Je le sais.
Et quand tu vas te réveiller demain matin, tu le sauras toi aussi. Écoute, Fit patiemment Hugh Priest. quand je t'ai donné ces foutues clés, je croyais que Bobby me ramènerait. Il m'avait dit qu'il passerait boire quelques bières. C'est pas ma faute si cet enfoiré s'est pas pointé. Henri poussa un soupir. Je comprends bien, mais c'est pas mon problème. On pourrait me poursuivre si tu écrasais quelqu'un. Je suppose que toi tu t'en fous, mais moi pas. Il faut que je pense à mes propres intérêts, mon vieux. Dans ce monde, personne ne le fait à ta place. Hugh Priest éprouva du ressentiment, de l'auto-apitoiement, et un étrange et inhérent sentiment de déréliction sourdre du fond de lui, comme d'un puits, semblable à l'ignoble liquide que laisserait échapper l'enveloppe rouillée de déchets toxiques enterrés depuis longtemps. Il regarda ses clés accrochées derrière le bar, puis la plaque sur laquelle on lisait « Si notre patelin ne vous plaît pas, consultez l'horaire des chemins de fer ». Et enfin Henri. Il découvrit avec angoisse qu'il était sur le point d'éclater en larmes. Henri tourna la tête en direction des quelques autres clients de son établissement. « Hé, y aurait pas un de vous, bande d'abrutis, qui irait jusqu'à Castle Hill par hasard ?» Tous se mirent à contempler leur table sans rien dire. Un ou deux firent craquer leurs articulations. Charlie Fortin se dirigea vers les toilettes avec une lenteur étudiée. Personne ne répondit. « Tu vois ? Allez, Henri, donne-moi mes clés. » Henri avait secoué la tête, lentement, définitivement. « Si tu veux revenir ici boire un verre un de ces jours, débrouille-toi pour te trouver un chauffeur. » « D'accord, je ferai comme ça. » Il avait le ton de voix d'un enfant boudeur sur le point de piquer une crise de colère. Il traversa la salle, la tête basse, les poings violemment serrés. Il attendait un éclat de rire. Il l'espérait presque. Alors il ferait le ménage. Et bien. Mais l'endroit resterait désespérément silencieux, mis à part Reba McTayer, qui débloquait sur l'Alabama. « Tu n'auras qu'à venir prendre tes clés demain matin !» lui avait lancé Henri. Hugh n'avait pas répondu. Il lui avait fallu un effort gigantesque pour s'empêcher de jeter l'un de ses croquenots ferrés dans l'un des flancs du jukebox de Henry Beaufort quand il était passé à côté. Ensuite, la tête toujours basse, il s'était enfoncé dans l'obscurité. La bruine s'était transformée en un véritable crachin, et Hugh se dit qu'il n'allait pas tarder à pleuvoir pour de bon. Une averse bien pénétrante, le temps qu'il arrive chez lui. C'était bien sa veine. Il avançait régulièrement d'un pas qui était maintenant presque assuré. L'air avait eu pour effet de le dessouler, l'œil constamment en mouvement. Il avait l'esprit troublé, et il aurait bien aimé que quelqu'un vienne essayer un peu de se payer sa tête. Une bonne petite engueulade lui aurait suffi ce soir. Il pensa un instant au môme qui avait traversé sans regarder la veille, et regretta, morose, de ne pas avoir aplati ce morveux sur la chaussée. Ça n'aurait pas été sa faute, non, sûrement pas. De son temps, les mômes regardaient avant de traverser. Il passa devant le terrain vague où, avant l'incendie, s'élevait naguère l'Emporium Galorium, devant Cousy Cousette, devant la quincaillerie de Castle Rock, et arriva à la hauteur du bazar des rêves. Il jeta un coup d'œil à la vitrine, regarda Main Street sur toute sa longueur, plus de 2 kilomètres à parcourir, et peut-être arriverait-il avant que la pluie ne se mette à tomber à seaux, puis s'arrêta brusquement. Dans son élan, il avait dépassé la boutique de quelques pas, et il dut rebrousser chemin. Une seule ampoule éclairait la vitrine, et projetait une douce lumière sur les 3 objets qui s'y trouvaient disposés. Elle éclairait aussi son visage, qui subit une merveilleuse transformation. Soudain, Hugh eut l'air d'un petit garçon fatigué, qui aurait dû être au lit depuis longtemps. Un petit garçon qui aurait vu ce qu'il désirait comme cadeau de Noël, ce qu'il devait avoir comme cadeau de Noël. Car sinon rien d'autre, sur la planète verte du bon Dieu, ne pouvait faire l'affaire. L'objet du milieu était flanqué de 2 vases élancés, 2 des pattes de verre dont raffolait tellement Nettie Cobb, chose qu'ignorait Hugh et dont il se serait évidemment moqué de toute façon. Une queue de renard. Soudain il se retrouva en 1955. Il venait d'avoir son permis de conduire et se rendait au championnat scolaire du Maine occidental, Castle Rock contre Greens Park, dans la Ford 53 décapotable de son papa. Il faisait anormalement chaud pour une journée de novembre, suffisamment en tout cas pour abaisser cette vieille capote et rabattre la toile par-dessus s'il en était une bande de gosses excités ne demandant qu'à semer la panique sur son passage, et ils étaient 6 à chahuter dans la voiture. Peter Doyon avait apporté une flasque de whisky, du log cabin. Perry Como beuglait à la radio. Hugh Priest était au volant, et à l'antenne voltigeait une longue et luxuriante queue de renard.
tout à fait comme celle qu'il voyait maintenant dans la vitrine. Il se souvenait avoir regardé l'antenne et s'être dit que lui aussi, quand il posséderait sa propre décapotable, en exhiberait une semblable. Ce souvenir le heurta de plein fouet, par sa limpidité et sa complète évocation sensorielle. L'arôme de feuilles brûlées, le soleil de novembre scintillant sur le chrome des déflecteurs. Et voici que, tandis qu'il contemplait la queue de renard dans la vitrine du bazar des rêves, le frappait l'idée qu'effectivement, cette journée avait été la plus belle de sa vie. L'une des dernières avant qu'il ne se fasse prendre par l'alcool. Une emprise solide, mais flexible et insidieuse. Une étrange variation du mythe du roi Midas. Tout ce qu'il avait touché depuis s'était transformé en merde. Il pensa soudain « Je pourrais changer ». Cette idée s'imposait aussi avec une aveuglante clarté. « Je pourrais repartir à zéro ». Était-ce possible ? Oui, c'est parfois possible, je crois. Je pourrais acheter cette queue de renard et l'attacher à l'antenne de la Buick. Ils vont rigoler, cependant. Les mecs vont rigoler. Quel mec ? Henri Beaufort ? Ce petit con de Bobby Dugas ? Et alors ? Qu'ils aillent se faire foutre. Achète cette queue de renard, attache-la à ton antenne et roule. Pour aller où ? Eh bien, pour commencer, pourquoi ne pas se rendre à la réunion du jeudi des alcooliques anonymes, à Greens Park ? Un instant, cette éventualité le laissa abasourdi et excité. Comme serait abasourdi et excité un prisonnier condamné à perpétuité qui s'apercevrait qu'un gardien insouciant a laissé la clé dans la serrure de sa cellule. Un instant, il s'imagina le faire. Il se vit devenant un peu plus sobre chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Fini le Mellow Tiger. Dommage, mais fini aussi les jours de paye passés dans la terreur de voir le formulaire rose joint au chèque dans l'enveloppe. Et ça, ce n'était pas dommage. Pendant ce bref moment, tandis qu'il contemplait la queue de renard dans la vitrine du bazar des rêves, Hugh Priest eut un avenir. Pour la première fois depuis des années, il se voyait un avenir, et cette superbe oriflamme rousse à la pointe blanche flottait au-dessus comme un drapeau de bataille. Puis la réalité lui retomba brutalement dessus. La réalité avec son odeur de pluie et de vêtements mouillés et sales. Pas de queue de renard pour lui, pas d'alcoolique anonyme, pas d'avenir. Il avait 51 ans, bordel. Et à 51 ans, c'est un peu tard pour rêver d'un avenir. À 51 ans, tout ce qu'on peut faire, c'est continuer de foncer devant soi, pour échapper à l'avalanche de son propre passé. Pendant les heures d'ouverture, il aurait tenté sa chance, néanmoins. Et comment il l'aurait tenté ? Il serait entré dans la boutique, roulant des mécaniques, et aurait demandé le prix de la queue de renard dans la vitrine. Mais il était 10 heures du soir. Main Street était aussi solidement verrouillée que la ceinture de chasteté d'une fille frigide. Et lorsqu'il allait se réveiller demain matin, avec l'impression d'avoir un pic à glace planté entre les deux yeux, il aurait tout oublié de cette ravissante queue de renard et de sa flamboyante couleur fauve. Il traîna néanmoins encore quelques instants, posant des doigts calleux et sales sur la vitrine, comme un enfant devant une boutique de jouets. Une esquisse de sourire soulevait la commissure de ses lèvres, un sourire doux, qui paraissait déplacé sur la figure de Hugh Priest. Puis, quelque part sur le côté de Castleview, sur la hauteur, une voiture eut plusieurs ratés de moteur, et les détonations, aussi fortes que des coups de fusil dans l'air pluvieux, le rendirent en sursaut à la réalité. « Connerie, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ?» Il se détourna de la vitrine, pour reprendre la direction de son foyer. Si l'on pouvait donner ce nom à la masure de 2 pièces avec son appentis à coller dans laquelle il habitait. En passant sous le dais, il eut cependant un coup d'œil vers la porte. Le panonceau, bien entendu, indiquait « ouvert ». Comme dans un rêve, Hugh posa sa main sur la poignée et essaya d'ouvrir. Sous ses doigts, le bouton de porcelaine tourna librement. Au-dessus de sa tête, une clochette d'argent retentit. Le tintement paraissait venir de très, très loin. Un homme se tenait au milieu de la boutique. Il passait le plumeau sur le haut d'une vitrine en fredonnant. Il se tourna vers Hugh au bruit de la clochette. Il ne parut nullement surpris de voir quelqu'un dans l'encadrement de sa porte à 10h10, un mercredi soir. La seule chose qui frappa Hugh Priest en cet instant de confusion fut les yeux de l'homme. Ils étaient aussi noirs que ceux d'un Indien. « Vous avez oublié de retourner votre panneau, mon vieux !» s'entendit dire Hugh.
Non, pas du tout, répondit courtoisement l'homme. Je n'ai pas un très bon sommeil, hélas. Et certains soirs, la fantaisie me prend de laisser ouvert tard. On ne sait jamais, un type comme vous risque toujours de s'arrêter au passage, et de s'intéresser à quelque chose. Voulez-vous entrer et faire le tour de la boutique? Hugh Priest entra et referma la porte derrière lui. Il y a une queue de renard, Commença-t-il, mais il fut obligé de s'arrêter, de s'éclaircir la gorge et de reprendre, tant il avait parlé d'une voix enrouée et inintelligible. Il y a une queue de renard dans la vitrine. En effet, dit le propriétaire. Superbe, n'est-ce pas? Il tenait le plumeau devant lui, et son œil noir d'Indien regardait Hugh par-dessus le bouquet de plumes qui lui cachait le bas du visage. L'ivrogne ne distinguait donc pas sa bouche, mais il avait l'impression qu'elle devait sourire. D'ordinaire, il se sentait mal à l'aise quand des gens, et surtout des gens qu'il ne connaissait pas, lui souriaient ainsi. Cette attitude lui donnait envie de se bagarrer. Ce soir, cependant, ça ne paraissait nullement l'ennuyer, peut-être parce qu'il était encore à moitié ivre. « C'est vrai, » reconnut Hugh Priest. « Elle est superbe. Mon père avait une décapotable avec une queue de renard comme celle-là accrochée à l'antenne quand j'étais môme. Il y a des tas de gens dans ce patelin pourri qui croiraient jamais que j'ai été gosse. Mais c'est pourtant vrai, comme pour tout le monde. Bien sûr. » Les yeux de l'homme restaient fixés sur Hugh, et un phénomène des plus étranges parut se passer. On aurait dit qu'il s'agrandissait. Hugh avait l'impression de ne pouvoir en détacher les siens. Un contact oculaire direct et trop prolongé était encore autre chose qui lui donnait envie de se battre. Mais cela aussi, ce soir, lui parut tout à fait supportable. À l'époque, je pensais qu'il n'y avait rien de plus chouette au monde qu'une queue de renard. Bien sûr. C'était cool, c'est le mot qu'on employait dans le temps. Pas des trucs comme super ou chicos. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et vous? Mais le propriétaire du bazar des rêves gardait le silence, ne bougeait pas, et se contentait de regarder Hugh Priest de ses yeux noirs d'Indien, par-dessus le feuillage de son plumeau. « Bref, je voudrais l'acheter. Est-elle à vendre ?»« Bien sûr, » répondit le Landgaunt pour la 3e fois. Hugh se sentit soulagé et envahi d'un soudain sentiment de bonheur. Brusquement, il eut la certitude que tout allait très bien s'arranger, absolument tout. Certitude parfaitement folle. Il devait de l'argent à tout le monde, ou à peu près à Castle Rock, et dans les 3 villes des environs. Il avait été sur le point de perdre son travail à plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois. Sa Buick ne roulait plus que par miracle, mais certitude tout de même indéniable. « Combien ?» dit-il. Il se demanda tout d'un coup s'il allait avoir les moyens de s'offrir une si belle fourrure, et fut pris d'une bouffée de panique. Et si jamais il ne pouvait pas? Pire, que se passerait-il s'il arrivait à resquiller assez d'argent demain ou après-demain pour découvrir ensuite que le type l'avait vendu? Eh bien, ça dépend. Ça dépend? Dépend de quoi? De ce que vous êtes prêt à payer. Agissant comme dans un rêve, Hugh Priest extirpa un portefeuille fripé de sa poche revolver. « Rangez ça, Hugh. Est-ce que je lui ai dit mon nom ?» Il ne s'en souvenait pas, mais il rangea le portefeuille. « Retournez vos poches et mettez ce que vous avez dedans là-dessus, sur cette vitrine. » Hugh vida ses poches. Il en sortit un couteau, un rouleau de bonbons, son briquet, un zippo, et environ $1,50 de monnaie mêlée de brins de tabac. Les pièces tintèrent contre la vitre. L'homme se pencha et étudia l'ensemble. « Ça me paraît aller, » conclut-il, passant son plumeau sur ce maigre trésor. Lorsqu'il interrompit son geste, le couteau, les bonbons et le briquet se trouvaient toujours à la même place. Les pièces avaient disparu. Hugh observa la scène sans ressentir la moindre surprise. Il se tenait immobile, aussi silencieux qu'un joujou aux batteries à plat, tandis que l'homme allait retirer la queue de renard. Il la posa sur une vitrine, à côté de l'attirail sorti des poches de l'ivrogne. Lentement, Hugh tendit une main qui vint caresser la fourrure. Elle dégageait une sensation de somptueuse froideur et crépitait, soyeuse d'électricité statique. La caresser était caresser une claire nuit d'automne. « Superbe, n'est-ce pas ?» demanda l'homme. « Oui, superbe, » admit Hugh distant. Il voulut la prendre. « Non, pas encore !» L'interrompit l'homme de haute taille d'un ton sec.
La main de l'ivrogne retomba aussitôt. Il regarda Gaunt d'un air si profondément blessé qu'on aurait dit un vrai chagrin. « Nous n'avons pas encore fini de marchander. »« Non, » admit Hugh. « Je suis hypnotisé, » pensa-t-il. Que je sois pendu si ce type m'a pas hypnotisé. Mais ça n'avait pas d'importance. D'une certaine manière, c'était presque agréable. Il porta de nouveau la main à son portefeuille, d'un geste ralenti, comme s'il était sous l'eau. « Laisse ça tranquille, imbécile !» fit le Lord Gaunt d'un ton impatient, mettant le plumeau de côté. Hugh Priest laissa de nouveau retomber la main. « Pourquoi faut-il que tant de gens s'imaginent que toutes les réponses se trouvent dans leur portefeuille ?» demanda l'homme d'un ton récriminateur. « Je ne sais pas, » répondit Hugh. Il n'y avait jamais pensé auparavant. « C'est vrai, ça paraît un peu bête. Pire que ça !» La voix de Gaunt avait pris le rythme génial et légèrement inégal de quelqu'un qui est très fatigué ou très en colère. Il était fatigué. La journée avait été longue et fastidieuse. Beaucoup avait été fait, mais le travail commençait à peine. « Bien pire. C'est d'une stupidité criminelle. Sais-tu quelque chose, Hugh ? Le monde est plein de gens dans le besoin qui ne comprennent pas que tout, absolument tout, est à vendre. Si on est d'accord pour payer le prix. Ce principe, ils le reconnaissent bien du bout des lèvres et se flattent de pratiquer un cynisme sain. Eh bien, le bout des lèvres, c'est de la gnognotte pure et simple. De la gnognotte, répéta mécaniquement Hugh. Pour ce qui est des choses dont les gens ont réellement besoin, Hugh, la réponse n'est pas le portefeuille. Le portefeuille le plus rembourré de cette ville ne vaut pas la sueur d'un travailleur. De la gnognotte pure et simple. Et les âmes. Si j'avais reçu 5 cents à chaque fois que j'ai entendu quelqu'un s'écrier « Je vendrai mon âme pour ceci ou cela », je pourrais me payer l'Empire State Building, Hugh. Il se pencha en avant, et ses lèvres s'étirèrent en un grand sourire malsain, découvrant ses dents inégales. « Dis-moi une chose, Hugh, au nom de toutes les bêtes qui rampent sous la terre, qu'est-ce que tu voudrais que je foute de ton âme ?»« Rien, probablement. » Sa voix paraissait venir de loin, surgir du tréfonds d'une grotte très profonde et très sombre. « Je crois qu'elle n'est pas tellement en forme, ces temps derniers. » Soudain, M. Gaunt se détendit et se redressa. « Bon, assez de ces mensonges et de ces demi-vérités. Dites-moi, Hugh, connaissez-vous une femme du nom de Nettie Cobb ?»« Nettie la dingue ? Tout le monde connaît Nettie la dingue ici. Elle a tué son mari. C'est ce qu'on dit. Maintenant, écoutez-moi, Hugh. Écoutez-moi bien. Après quoi, vous pourrez prendre votre queue de renard et rentrer chez vous. » Hugh Priest écouta attentivement. Dehors, la pluie tombait à verse, et le vent commençait à se lever. « Brian !» fit Miss Radcliffe d'un ton coupant. « Comment, Brian ? Je n'aurais pas cru cela de toi. Viens ici tout de suite !» Il était assis au dernier rang de la salle en sous-sol où se tenaient les séances d'orthophonie, et il avait fait quelque chose de mal, d'extrêmement mal, à entendre la voix de Miss Radcliffe. Mais il ne sut ce que c'était qu'au moment où il se mit debout. Il s'aperçut alors qu'il était nu. Une vague de honte le submergea alors, atroce, mais il se sentit aussi émoustillé. Lorsqu'il regarda son pénis et le vit qui se durcissait, son angoisse le disputa à l'excitation. « Je t'ai dit de venir ici !» Il avança lentement, tandis que les autres, Sally Meyers, Donny Frankel, Noni Martin et ce pauvre demeuré de Sloppy Dodd, le lorgnaient d'un œil exorbité. Il hochait stupidement la tête, mais son pénis relevait la sienne. Tout se passait comme si une partie de lui-même se moquait pas mal de mal se conduire, comme si, en fait, elle y prenait plaisir. Elle mit un morceau de craie dans sa main. Au contact de ses doigts, une petite décharge électrique le parcourut. « Et maintenant, » reprit Miss Radcliffe de son ton sévère, « tu vas m'écrire 500 fois sur le tableau, je finirai de payer ma carte de Sandy Koufax. » « Oui, Miss Radcliffe. » Il commença à écrire, debout sur la pointe des pieds.
pour atteindre le haut du tableau, trop conscient de l'air tiède qui lui caressait les fesses. Il avait fini d'écrire « Je finirai de payer » lorsqu'il sentit la main douce et lisse de Miss Radcliffe se refermer sur son pénis raidi et l'étreindre suavement. Un instant, il crut qu'il allait s'évanouir, tellement c'était bon. « Continue d'écrire, dit-elle, toujours aussi autoritaire, et je continuerai à faire cela. Miss Radcliffe et mes exercices, Bégaya Sloppy Dodd. La ferme ou je te passe dessus dans le parking, Sloppy, répondit Miss Radcliffe. Ça te fera les pieds, petit morveux. Elle continua de tirer sur la quéquette de Brian tout en parlant. Il gémissait maintenant. C'était mal, il le savait, mais c'était si bon. C'était vraiment effrayant, mais juste ce dont il avait besoin, juste le truc. Puis il se tourna et vit que ce n'était pas Miss Radcliffe qui se tenait derrière lui, mais Wilma Jerzik, avec sa grosse figure ronde et blême, ses profonds yeux bruns comme deux raisins posés sur de la pâte brisée. « Il la reprendra si tu ne paies pas, » dit Wilma. « Et ce n'est pas tout, petit morveux. Il... » Brian Rusk se réveilla avec un tel sursaut qu'il faillit tomber du lit. Il était couvert de sueur. Son cœur battait comme un marteau pilon dans sa poitrine, et son pénis tendait son pyjama comme une petite branche dure. Il s'assit, tremblant de tout son corps. Sa première réaction fut d'ouvrir la bouche et d'appeler sa mère, comme il le faisait quand il était petit, et qu'un cauchemar avait envahi son sommeil. Puis il se rendit compte qu'on ne pouvait plus dire qu'il était petit, qu'il avait 11 ans, et que ce n'était pas tout à fait le genre de rêve que l'on raconte à sa mère, n'est-ce pas? Il s'allongea de nouveau, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Il jeta un coup d'œil sur l'horloge numérique de sa table de nuit et vit qu'il était 4:00. Il entendait la pluie qui crépitait maintenant avec violence contre la fenêtre de sa chambre, poussée par d'énormes et brusques hoquets de vent. On aurait presque dit de la grêle. « Ma carte Sandy Koufax a disparu. » Mais non, il le savait bien. Mais il savait aussi qu'il serait incapable de se rendormir tant qu'il n'aurait pas vérifié qu'elle se trouvait bien à sa place, dans le classeur à feuilles amovibles où il rangeait sa collection de tops de 1956. Il y avait déjà jeté un coup d'œil hier avant de partir pour l'école, puis un autre à son retour. Le soir après le dîner, il avait arrêté de jouer dans l'arrière-cour avec Stanley Dawson pour la contempler une fois de plus. Il avait raconté à Stanley qu'il avait envie d'aller aux toilettes, et finalement, il l'avait admiré une dernière fois avant de se mettre au lit et d'éteindre. Il admettait que c'était devenu une sorte d'obsession, mais d'en avoir conscience n'y changeait rien. Il quitta son lit, se rendant à peine compte que l'air frais piquetait de chair de poule son corps encore chaud, et faisait se recroqueviller son pénis. Il marcha silencieusement jusqu'à sa penderie, laissant derrière lui la forme de son corps humide de sueur imprimée sur le drap de dessous. Le gros classeur attendait sur l'étagère du haut, dans une flaque de lumière en provenance du lampadaire à l'extérieur de la maison. Il le prit, l'ouvrit et fit tourner rapidement les pages de plastique entre lesquelles étaient glissées les cartes. Il passa Mel Parnell, Whitey Ford, Warren Spahn, des trésors qui naguère le faisaient roucouler de joie. Y jetant à peine un coup d'œil, il eut un instant d'angoisse épouvantable lorsque, ayant atteint les pages vides de la fin du classeur, il ne vit pas la carte Sandy Koufax. Puis il se rendit compte qu'il en avait tourné plusieurs à la fois dans sa précipitation. Il revint en arrière, et ouf, la carte était bien là, ce visage étroit, ce regard concentré, légèrement souriant, au-dessous du rebord de la casquette. À mon vieil ami Brian, avec mes meilleurs vœux, Sandy Koufax. Ses doigts parcoururent l'écriture inclinée de la dédicace. Ses lèvres bougèrent. Il se sentait de nouveau en paix, ou presque. La carte ne lui appartenait pas encore vraiment. Il se trouvait dans une sorte de période d'essai. Il avait quelque chose à accomplir pour qu'elle lui appartînt définitivement. Brian n'était pas tout à fait sûr de ce que c'était, mais savait qu'il y avait un rapport avec le rêve qui venait de le réveiller, et qu'il le saurait le moment, demain, plus tard dans la journée, venu. Il referma le classeur, collection de Brian, Patouche, et le remit en place, avant de regagner son lit. Une chose malgré tout le troublait. Il avait eu envie de montrer la carte Sandy Koufax à son père.
En revenant du bazar des rêves, il avait imaginé quel plaisir il aurait eu à la mettre sous ses yeux. Lui, d'un ton parfaitement détaché, « Eh pas, j'ai trouvé une carte de 56 au nouveau magasin aujourd'hui. Tu veux la voir ?» et son père aurait répondu « D'accord », sans être vraiment intéressé, et aurait accompagné Brian dans sa chambre simplement pour lui faire plaisir. Mais comme ses yeux se seraient agrandis lorsqu'il aurait vu le coup de chance qu'avait eu Brian, et en voyant la dédicace, alors là, oui, il aurait été émerveillé et ravi, c'est certain. Il aurait sans doute donné une claque dans le dos et une vigoureuse poignée de main à son fils. Et puis, quoi ensuite? Les questions auraient commencé, et les problèmes aussi. Son père aurait voulu tout d'abord savoir où il avait trouvé cette carte, et surtout l'argent pour acheter un exemplaire qui était A. rare, B. en excellent état, C. autographe. La signature imprimée disait Sanford Koufax. La signature autographe, elle, disait Sandy Koufax. Et dans le monde bizarre des collectionneurs de cartes de baseball, où les prix peuvent atteindre des sommes impressionnantes, ce détail signifiait qu'on pouvait en demander jusqu'à 150 $. Brian réfléchit à une éventuelle explication. « Je l'ai eu au nouveau magasin, pas, le bazar des rêves. Le type me l'a laissé à un prix vraiment incroyable. Il a dit que les gens auraient bien plus envie de venir à son magasin s'il pratiquait des tarifs intéressants. » Ce n'était pas si mal dans le genre, mais même un gosse qui payait encore demi-tarif au cinéma se rendait compte que cette explication restait un peu courte. Quand on racontait qu'on avait fait une sacrée bonne affaire, les gens se montraient toujours intéressés, trop intéressés. « Ah bon? Et quel rabais t'a-t-il fait? 30%? 40? Ne me dis pas qu'il t'a laissé à moitié prix. Ça ferait toujours entre 60 et 70 $ et je sais que tu n'as pas cette somme dans ta tirelire. » Eh bien, c'était encore moins que ça, pas. D'accord, dis-moi combien. 80 cents. Il t'a vendu une carte autographe de Sandy Koufax en parfait état pour moins d'1 $? C'est à ce moment-là, incontestablement, que les choses allaient se gâter. Qu'allait-il se passer, au juste? Il ne le savait pas trop, mais ça barderait, il en était sûr. Il allait avoir droit à des reproches de la part de son père, sans doute, de celle de sa mère, certainement. Ils exigeraient peut-être qu'il la rendît, et ça, il n'en était pas question. Elle n'était pas simplement signée, elle était dédicacée à son propre nom. Pas question. Bon sang, il n'avait même pas pu la montrer à Stan Dawson lorsqu'il était venu jouer avec lui, et pourtant il aurait bien aimé. Stan en aurait fait dans son froc. Mais Stan venait dormir à la maison vendredi soir, et Brian n'avait aucun mal à l'imaginer disant à M. Rusk « Alors comment vous trouvez la carte de Sandy Koufax? Super, non ?» Il en allait de même avec ses autres amis. Brian venait de découvrir l'une des grandes vérités des petites villes. Bien des secrets, en réalité tous les secrets importants, ne peuvent être partagés, car ils ont l'art de voler de bouche à oreille et très vite. Il se retrouvait dans une situation étrange et inconfortable. Il détenait une pièce rare, le rêve de tout collectionneur, et ne pouvait la montrer. Son plaisir aurait dû s'en trouver gâché, et il l'était dans une certaine mesure, mais il éprouvait aussi une satisfaction furtive et mesquine. Il se repaissait de contempler cette carte, plus qu'il n'y prenait plaisir, et il avait ainsi découvert une deuxième grande vérité. Se repaître seul de quelque chose comportait ses propres joies particulières, comme si l'on avait isolé l'un des recoins de sa nature, par ailleurs ouverte et cordiale, pour éclairer d'une lumière noire spéciale, une lumière qui à la fois mettait en valeur et déformait la chose qui s'y dissimulait. Et il n'allait pas laisser tomber comme ça, pas question, négatif. « Alors il vaut mieux finir de la payer, » fit une voix au plus profond de son esprit. Il allait le faire, pas de problème. Il reconnaissait que ce qu'il devait accomplir n'était pas exactement joli, mais il avait aussi la conviction que ça n'avait rien de vraiment criminel, simplement juste une blague, murmura une voix dans son esprit, et il vit les yeux de M. Gaunt, des yeux bleu foncé comme la mer par temps clair, des yeux étrangement apaisants. C'est tout. Juste une petite blague. Ouais, juste une blague. Peu importe quoi.
pas de problème. Il s'enfonça plus profondément sous la couette en duvet d'oie, se tourna de côté, ferma les yeux et s'endormit immédiatement. Quelque chose lui vint à l'esprit, tandis que le sommeil le rapprochait de son frère. Quelque chose qu'avait dit M. Gaunt. « La publicité que tu me feras sera bien supérieure à tout ce que pourrait imaginer de publier le journal local en la matière. » Sauf qu'il ne pouvait montrer sa merveilleuse carte à personne. Si un petit raisonnement comme celui-ci lui était venu à l'esprit, lui qui n'avait que 11 ans et n'était même pas assez malin pour se sortir du chemin de Hugh Priest quand il traversait la rue, est-ce qu'un type aussi intelligent que M. Gaunt n'aurait pas dû y penser? Peut-être bien, mais peut-être pas. Les adultes ne pensent pas comme les gens normaux. Et en outre, il détenait la carte, non? Et elle était dans son classeur, à sa place, non? La réponse aux deux questions était oui, si bien que Brian n'alla pas chercher plus loin, et se rendormit, tandis que la pluie giflait sa fenêtre, et que les rafales impatientes du vent d'automne gémissaient dans les gouttières et les chéneaux.